Juan Prosper, je suis avocat au barreau de Paris et je suis membre du syndicat des avocats de France. Le contentieux donc, sur les frais d'inscription a commencé avec l'adoption donc, de l'arrêté portant donc, sur les frais d'inscription à l'entrée à l'université, notamment la mesure différenciée pour les étudiants étrangers. C'était dans le cadre de l'année universitaire précédente, avec effectivement une situation qui n'a jamais existé en France, une première fois, donc avec une distinction claire et nette entre étudiants français et étudiants ressortissants de l'Union européenne, et de l'autre côté, des étudiants non ressortissants donc de l'Union européenne, avec pour volonté donc de mettre en place des frais d'inscription différenciés, donc parfois quasiment 15 fois plus que le montant habituel. L'objectif, c'était quoi? C'était de se dire le principe de l'égal accès à l'enseignement supérieur ne pouvait pas supporter ce genre de traitement à l'égard donc, des étudiants non ressortissants donc, de l'Union européenne. Et c'est comme ça un peu qu'avec plusieurs collectifs d'associations étudiantes, de syndicats d'enseignants-chercheurs, il y a eu une volonté d'attaquer cet arrêté. Et effectivement, ça a commencé par une saisine du Conseil d'État. Et ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois, il y avait un débat réel sur l'accès à l'enseignement supérieur, le principe donc de gratuité. Ça a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel, qui a été donc saisi par ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, afin effectivement d'établir et de déterminer ce spectre que représente le principe de gratuité, le principe d'égal accès. Et ce qui était intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel a assumé sa responsabilité, elle a vraiment donné corps au texte constitutionnel, donc la Constitution de 1946, avec effectivement la consécration d'un principe de gratuité dans l'enseignement supérieur, en considérant effectivement, c'est peut-être un peu le côté un peu, on va dire, moins abouti de la réflexion, mais quand même, c'était aussi prendre en compte l'existence d'une pratique universitaire consistant à dire principe de gratuité, c'est le principe, mais avec l'existence donc de frais modiques permettant effectivement d'obtenir le paiement donc d'un certain montant de frais d'inscription. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Conseil a permis avec cette décision de consacrer de façon définitive le fait que l'enseignement supérieur, comme les autres donc degrés, premier degré, second degré au niveau de l'éducation nationale, devait connaître ce principe de gratuité afin de permettre, parce que c'est ça l'objectif que nous dit le Conseil constitutionnel dans sa décision, c'est d'avoir un principe d'égal accès à l'enseignement supérieur et permettre que chacun puisse y accéder, quelle que soit sa situation. Parce que ce que le Conseil nous dit effectivement, c'est que ce qu'on doit éventuellement prendre en compte, c'est la situation propre de l'étudiant. Et donc cette procédure, on pensait que la messe allait être dite et que ça allait être l'occasion d'obtenir une vraie victoire au niveau de l'enseignement supérieur. Eh bien, pas du tout, parce qu'au final, on s'est retrouvé dans une situation assez catastrophique avec des conclusions du rapporteur public lors de l'audience, parce que pour expliquer rapidement le schéma, donc on saisit le Conseil d'État, on a une question prioritaire de constitutionnalité qui consacre le principe, mais le débat revient au Conseil d'État pour qu'on tranche sur le fond, donc, c'est-à-dire est-ce que ce principe, comment est-ce qu'il s'applique? C'est un peu ça le problème qu'on a eu, c'est que sur l'application de ce principe, le rapporteur public a vidé le principe de toute sa substance, parce que on est parti, dans un premier temps, à nous expliquer qu'il fallait peut-être distinguer dans l'enseignement supérieur les diplômes dits nationaux et les diplômes d'établissement. Et on voit très bien effectivement que ça serait quasiment l'intégralité des diplômes qui pourraient être concernés par ce principe de gratuité qui en serait exclu, c'est-à-dire les diplômes d'université, les diplômes d'établissement, avec parfois des frais d'inscription à 4 000, 5 000, parfois même 15 000 dans certaines écoles, en nous expliquant qu'il s'agissait quand même de favoriser donc la compétition entre les établissements privés. On n'a pas trop compris l'intérêt de cette réflexion, et surtout nous expliquer qu'on mettrait en péril le financement des universités. Sauf que ça pose un vrai problème en termes de garantie de droit. Si on considère que c'est un principe de gratuité, que c'est un service public, ce n'est pas à l'usager de financer le fonctionnement du service public. Mais bon. Ensuite, ça a été considéré que certes, comme il y a un principe de gratuité adossé à un principe de modicité des frais d'inscription, la tentation a été forte, et c'est ce qui a été le choix du rapporteur public, a été effectivement de considérer que même le principe même de modicité, ou en tout cas l'exigence de modicité, pouvait être modulable, ou en tout cas relative, avec une volonté claire et nette de s'affranchir du cadre fixé par les juges constitutionnels, notamment en disant que
Effectivement, il fallait prendre en compte la situation propre de l'étudiant, mais c'était pas possible, que c'était inenvisageable, et avec une solution qui n'a jamais été discutée, qui n'a jamais été posée par le juge constitutionnel, enfin discutée devant le juge constitutionnel, qui est celui de la conférence des présidents d'université, c'est-à-dire, et aussi l'argument du ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le cours de formation. Et alors là, on a eu effectivement une explication considérant que la modicité pouvait effectivement s'appliquer de façon relative dès lors qu'on prenait en compte le coût de formation, avec donc des chiffres sortis un peu du chapeau, 9 000 ou 10 000 euros du coût de la formation, qui pourrait effectivement justifier, et c'est ça le problème aujourd'hui de ces conclusions du rapporteur public, que 3 000 euros, comme ça ne représente que 30%, ça serait maudit. Donc on arrive effectivement là à un détricotage complet des acquis qu'on aurait pu espérer devant le juge constitutionnel, puisque si au final on nous explique que les étudiants étrangers, les étudiants non ressortissants de l'Union européenne doivent bénéficier de ce principe de semi-gratuité, ce qu'on est en train de faire derrière, c'est qu'on nous explique que ce principe de semi-gratuité peut supporter des frais d'inscription à 3 000 ou à 2 000 ou à 3 000 euros, et par conséquent, il n'y a pas de problème, l'arrêté serait conforme. Mais le problème et le danger qui se pose aujourd'hui, en termes de droit, puisque c'est un peu ça le problème, c'est que on a dénaturé la décision du Conseil constitutionnel et on va se retrouver aujourd'hui à nous expliquer que 3 000 euros ou 2 000 euros en licence serait modique parce qu'on prendrait uniquement en compte le coût de la formation. Or, le problème, c'est que la Cour des comptes nous explique que certaines formations, par exemple en lettres humaines et sciences sociales, coûtent déjà 2 800 euros. Et si on met effectivement à près de 2 770, comme ça a été proposé dans l'arrêté sur les ressortissants non communautaires, on est déjà sur le financement intégral du coût de la formation, donc on ne comprend pas ce raisonnement, mais ce qu'on voit bien, c'est que ce n'était pas un raisonnement juridique. C'est ça qui est terrible dans ces conclusions. On était sur une présentation qui visait à appliquer une conception de l'enseignement supérieur, parce que derrière, le problème qui était soulevé, c'était ça, c'était comment on peut estimer qu'il y a un principe de gratuité si ce n'est pas mis en œuvre pour garantir l'égal accès de tous à l'enseignement supérieur. Réponse qui a été donnée par le rapporteur public, ça a été de dire mais il y a un système d'aide sociale. Sauf que le problème sur le système d'aide sociale, on le sait très bien, ce n'est que 24% des étudiants qui en sont concernés. Les étudiants non ressortissants de l'Union européenne ne sont pas concernés. Et surtout, le problème qui est plus cette fois-ci sociologique, avec ce genre de conclusion, si elle est en tout cas appliquée par le Conseil d'État, c'est qu'on va se retrouver avec encore une plus grande polarisation de l'enseignement supérieur, avec d'un côté les personnes qui pourraient bénéficier de la bourse, parce que issues de familles à conditions modestes, de l'autre côté ceux qui pourront effectivement s'acquitter des frais d'inscription, donc avec 2770, 3770, et au milieu, des étudiants qui globalement représentent ce qu'on appelle la classe moyenne, qui du coup devront trouver des moyens pour pouvoir payer ces frais d'inscription, même s'il y a des dispositifs d'aide auprès des établissements supérieurs, mais encore une fois, ça ne concerne que 10% des étudiants inscrits, donc on serait quand même avec presque la majeure partie des étudiants de l'enseignement supérieur, donc non boursiers, non issus de familles aisées, qui devraient s'acquitter de ces montants-là, avec un risque très clair, et c'est un peu ce modèle-là aujourd'hui contre lequel il faut en tout cas se battre, c'est le modèle américain avec effectivement le recours à l'endettement, parce que ça sera la seule solution pour ces familles-là, si en tout cas on continue sur ce genre de schéma, à pouvoir financer l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de faire de la prospective, mais à partir du moment où les digues tombent, où on explique que 2770 c'est parfait pour un étudiant étranger, on pourra très certainement revenir plus tard en nous disant que si c'est parfait pour un étranger, on peut aussi l'appliquer pour un étudiant français, alors même que le principe du financement d'un service public, du financement de l'enseignement supérieur, repose sur l'impôt. Le Conseil d'État est amené à rendre une décision d'ici 2 semaines, donc on devrait avoir une décision du Conseil d'État d'ici 2 semaines. Ce qui va se passer, c'est que si l'arrêté est validé en tant que tel, elle s'applique. Donc de toute façon, elle s'applique là, en tant que telle. Si le Conseil d'État, par extraordinaire et ce qu'on espère, annule cet arrêté en considérant que les frais que doivent supporter les étudiants non communautaires ne sont pas maudits, on serait effectivement dans la possibilité pour ces derniers,
constatant l'annulation de l'arrêté dans une situation assez intéressante, puisque ça permettrait aux étudiants étrangers qui ont payé ces frais de pouvoir en solliciter le remboursement auprès des établissements, en tout cas ceux qui ont dû s'en acquitter. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'universités qui, de façon volontariste, ont fait jouer effectivement la possibilité pour ces étudiants étrangers de pouvoir bénéficier de cette fameuse dispense des frais d'inscription, mais pour ceux et celles qui ont été inscrites dans des établissements qui ont pratiqué ces frais différenciés, il y aura effectivement la possibilité de solliciter le remboursement de ces frais d'inscription.